En avril 2025, Marie Osmond s'est retirée des médias sociaux, mais pas pour la raison à laquelle vous vous attendez. La star de 65 ans était confrontée à des critiques brutales sur son apparence depuis plus d'un an. Des photos côte à côte des années 1970 et de 2024 sont devenues virales, les gens la traitant d'imposteur. Elle a admis avoir subi quelques sales traitements, mais a nié avoir subi une chirurgie majeure. Pourtant, des experts ont souligné des changements clairs qui ne pouvaient être expliqués. Ce qui est arrivé au visage de Marie est devenu l'un des plus grands mystères d'Hollywood. La vérité derrière sa transformation est plus choquante que quiconque ne l'imaginait. Marie Osmond est née le 13 octobre 1959 à Ogden, dans l'Utah. Elle était la 8e de 9 enfants et la seule fille de la famille. Mais sa naissance est survenue à un moment où ses parents, George et Olive, étaient déjà dépassés. Leurs 2 premiers fils étaient nés complètement sourds. Les médecins leur ont déconseillé d'avoir d'autres enfants, mais George et Olive croyaient que Dieu voulait qu'ils continuent. C'était un risque énorme. Ils n'avaient pas les moyens de s'occuper d'autres enfants handicapés. Lorsque Marie est née en bonne santé et avec une ouïe parfaite, cela a ressemblé à un miracle. Elle et les 5 garçons plus jeunes qui ont suivi avaient tous une ouïe normale. Ses parents ont vu cela comme un signe qu'ils avaient fait et fait ce qu'il fallait. Mais la vérité est que le fardeau financier d'élever 2 fils sourds n'a jamais disparu. La petite enfance de Marie n'a ressemblé à celle d'aucun enfant normal. Son père avait servi dans l'armée et il dirigeait leur maison presque comme une base militaire. À l'âge de 3 ans seulement, ses journées étaient remplies de règles strictes et de répétitions musicales. Son frère jouait du clairon le matin pour réveiller tout le monde et il devait répondre comme des soldats. Au repas, il devait dire « oui, monsieur » ou « merci, monsieur » et s'ils ne se comportaient pas bien, ils étaient punis. Il n'y avait pas de jeu à l'extérieur, pas de repos, pas de véritable enfance. Marie pensait que toutes les familles faisaient cela parce que tout ce qu'elle connaissait, c'était des répétitions de textes et encore des répétitions. Pendant que les autres enfants apprenaient à colorier, Marie apprenait des chansons suédoises pour des tournées en Europe. Tout dans son monde était construit autour de la performance. La famille avait aussi de gros problèmes d'argent. Vers 1963, alors que Marie n'avait que 5 ans, la situation est devenue si grave qu'ils ont dû hypothéquer leur ferme et déménager à Los Angeles sans aucune économie. Son père avait perdu environ 25 000 $ dans des entreprises ratées et des frais médicaux. Cela vaudrait plus de 200 000 $ aujourd'hui. Ils étaient fauchés, vivant dans leur voiture certaines nuits, et Marie a dû commencer à se produire pour les aider à survivre. Elle ne chantait pas parce qu'elle aimait ça. Elle chantait parce que, sinon, ils ne mangeraient pas. Ce genre de pression sur une petite fille est difficile à imaginer. Elle dira plus tard qu'elle se sentait responsable de toute sa famille avant même de savoir lire. Sa première grande opportunité est arrivée en février 1964. Elle n'avait que 4 ans lorsqu'elle est apparue dans le Andy Williams Show. La plupart des gens pensaient que c'était mignon, mais en coulisses, c'était une affaire sérieuse. Ses frères avaient un contrat de 5 ans d'une valeur d'environ 50 000 $, et Marie était testée pour voir si elle pouvait être ajoutée au spectacle. Elle devait travailler 18 heures par jour, mémoriser des textes qu'elle ne pouvait même pas lire et prendre des cours entre les répétitions. Les producteurs ont même fait des commentaires sur son poids alors qu'elle n'avait que 4 ans. C'était le début de sa lutte de toute une vie avec son image corporelle. Ce n'était pas un rêve d'enfance heureux. C'était un travail et Marie était traitée comme un produit, pas comme une enfant. En 1967, elle était devenue un membre régulier de l'émission. Toute sa famille faisait maintenant partie du spectacle et les choses ont commencé à changer. Ils ont obtenu un contrat d'enregistrement avec MGM et ont commencé à faire des tournées dans le monde entier. Marie, Donnie et leur jeune frère Jimmy voyageaient dans des espaces restreints, dormant parfois dans les compartiments de rangement de la remorque. Marie n'avait même pas 10 ans et elle suivait déjà les ventes de billets avec sa mère et gérait l'argent après les spectacles. Elle avait des responsabilités d'adulte
avant que la plupart des enfants ne soient autorisés à traverser la rue seuls. Puis, en 1971, les Osman ont explosé en popularité. Leur chanson One Bad Apple a atteint la première place et, soudain, ils étaient riches. Ils ont acheté des maisons dans l'Utah et en Californie. Donnie a même construit une pièce secrète dans leur maison, avec des appareils électroniques qui faisaient bouger son lit comme dans un film d'espionnage. Mais tout n'était pas rose. En 1973, les frères aînés voulaient jouer de la musique rock et leur nouvel album spirituel a fait un flop. Donnie est devenue la star avec des chansons douces comme Puppy Love et Marie a été largement exclue du succès du groupe. Elle s'était juste considérée comme la fille dans une famille tasseuse famille de garçons. Ce sentiment d'être mise de côté l'a accompagnée pendant des années. Tout a changé pour Marie en août 1973. Elle a enregistré sa toute première chanson solo, Paper Roses, et ce fut un énorme succès. Elle venait d'avoir 14 ans. La chanson a atteint la première place des charts country, la 5e place du Billboard Hot 100 et la 2e place au Royaume-Uni. Son album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. C'était un rêve devenu réalité, mais cela avait un prix. Sa maison de disques voulait qu'elle agisse plus âgée qu'elle ne l'était. Ils ont choisi des chansons qui sonnaient comme si elles étaient destinées à des adultes, pas à une adolescente. Les producteurs de musique l'ont poussée vers des styles qu'elle n'avait pas choisis. Marie adorait la musique country, mais ils lui ont fait enregistrer des chansons qui se vendraient mieux aux fans plus âgés. Même à 14 ans, elle était déjà écartée de sa propre voix. Puis, vint 1974, l'année où tout a failli s'effondrer. Marie s'était produite sans arrêt, faisant la promotion de son 2e album « In My Little Corner of the World ». Sa voix a commencé à faiblir. Les médecins ont été choqués. Elle n'avait que 15 ans, mais ses cordes vocales présentaient des dommages que l'on observe normalement chez les adultes après des années de stress. Elle a dû annuler des spectacles et la famille a paniqué. Marie rapportait des millions à la marque Osman et sans sa voix, tout aurait pu s'arrêter. Des images de cette époque la montrent à peine capable de chanter, essayant de ne pas pleurer sur scène. Il était clair qu'elle était épuisée, mais la machine autour d'elle continuait à tourner. En 1975, elle sort son 3e album, Who's Sorry Now? C'était différent. Plus pop, moins country. Marie voulait explorer de nouveaux styles, mais ses frères n'aimaient pas ça. L'album n'a pas aussi bien marché et sa famille lui a reproché d'avoir changé la formule. Elle n'avait que 16 ans, mais elle a dû se battre pour le droit de choisir sa propre musique. Ses frères et ses managers pensaient qu'elle nuisait à la marque, mais Marie voulait juste grandir. La tension était si forte qu'elle l'a accompagnée pendant des années. Elle dira plus tard qu'elle avait l'impression de devoir choisir entre la loyauté envers sa famille et le fait d'être sa propre artiste. La même année, en 1975, elle est partie en tournée au Japon. Ce fut l'un des plus grands moments de sa carrière. Les fans criaient et s'évanouissaient comme lors de la Beatlemania. Elle avait besoin d'escortes policières pour se frayer un chemin dans la foule, mais en coulisses, Marie s'effondrait. Elle faisait plus de 200 spectacles par an. Ce genre de programme est brutal, même pour les adultes. Pour une adolescente, c'était insupportable. Elle travaillait constamment, voyageant en avion entre les pays, enregistrant des albums, faisant de la télévision et essayant toujours d'être une fille. Les lois sur le travail des enfants dans le monde du divertissement n'existaient pas vraiment à l'époque. Alors, personne ne s'est arrêté pour lui demander si elle allait bien. Ils ont juste continué. L'argent était trop bon. À l'âge de 16 ans, Marie Osmond avait vécu plus de choses que la plupart des gens 2 fois plus âgés qu'elle. Elle avait été une artiste, un fournisseur, un atout commercial et une personnalité publique. Mais sous toute cette gloire, il y avait encore une fille qui n'avait jamais eu la chance d'être une enfant. En janvier 1976, quelque chose s'est produit à la télévision que personne n'avait jamais vu auparavant. 2 adolescents, Donnie Osmond et sa sœur, Marie, se sont vus offrir leur propre émission de variété. Donnie avait 18 ans. Marie n'en avait que 16. Le président d'ABC avait vu leur charme lors d'une apparition en tant qu'invité
et leur a donné une émission complète à eux lorsqu'elle a été diffusée le 23 janvier 1976. Près de 14 millions de personnes ont regardé. Semaine après semaine, ils ont continué à regarder. Donnie chantait du rock, Marie chantait de la country, et chaque épisode se terminait par des ballons tombant du plafond pendant qu'ils chantaient « May tomorrow be a perfect day ». Ils étaient les plus jeunes animateurs de l'histoire et ont réussi d'une manière ou d'une autre à une époque où les émissions de variété étaient déjà en train de mourir. Mais derrière toutes ces sods, ces couleurs et cette musique se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce que les gens ne voyaient pas, c'était la douleur que Marie cachait derrière son sourire. Alors que des millions de personnes voyaient une adolescente joyeuse, elle travaillait 18 heures par jour avec à peine assez de sommeil. Elle devait encore étudier pour l'école avec un tuteur, puis rentrer chez elle pour terminer les tâches ménagères. Les producteurs lui ont dit qu'elle était trop grosse. À seulement 47 kilos, ils lui ont dit d'en perdre 5 de plus, ou ils annuleraient l'émission. Marie a commencé à s'affamer. Son poids est tombé à 42 kilos. Elle ne pouvait pas rester éveillée. Elle a commencé à voir son corps d'une manière qui n'était pas réelle. Ils l'ont même traînée dans des parkings et l'ont traitée de grosse truie. Les dommages que cela a causés l'ont accompagnée pendant des décennies. Même si elle essayait de s'en sortir, la pression n'arrêtait pas de monter. En 1977, elle sort un album intitulé « This is the way that I feel », mais il ne se vend pas bien. Elle voulait plus de contrôle sur sa musique, mais cela a provoqué des disputes avec sa famille et les producteurs. À la fin de 1967, les Osmonds ont pris le contrôle total de l'émission et ont transféré la production de Los Angeles à l'Utah. Marie a essayé de changer le style de l'émission. Elle voulait qu'elle soit plus moderne, alors elle a remplacé la musique plus ancienne par des performances sur le thème du disco. Certains fans n'ont pas aimé les changements, d'autres regrettaient les parties classiques de country et de rock qui rendaient l'émission spéciale. Mais elle essayait de trouver sa voix dans un monde qui n'arrêtait pas de lui dire quoi faire. En 1078, les choses ont empiré. Marie s'est effondrée sur le plateau. Son corps avait renoncé. Elle était déshydratée et épuisée. Son équipe a essayé de le cacher. Ils ont éloigné les médias et se sont assurés que personne en dehors du studio ne le découvre. Ils ne pouvaient pas risquer de nuire à l'image propre de l'émission. Mais Marie s'effondrait. Pourtant, elle s'est présentée. Elle a joué. Elle a souri parce qu'elle croyait qu'elle devait continuer pour sa famille et ses fans. En 1978, l'émission a reçu des nominations aux Emmy Awards, dont une pour une chanson intitulée « Leading Lady », mais les cotes d'écoute étaient en baisse. En 1969, la chaîne a déplacé l'émission au dimanche et a changé le nom en The Osmond Family Show. Cela n'a pas fonctionné. L'émission a été annulée en mai. À peu près à la même époque, Donnie s'est marié. Cela a incité bon nombre de ses jeunes fans à cesser de regarder. Le conte de fées prenait fin. Mais pour Marie, ce n'était pas seulement un changement de carrière. Les années passées à être jugée et affamée avaient fait de réels dégâts. Elle a pris l'habitude de se gaver de nourriture, puis de jeûner pendant des jours. Son métabolisme ne s'en est jamais remis. Elle ne pouvait même pas se regarder dans un miroir sans ressentir d'horreur. En 1978, elle a essayé de jouer dans un téléfilm de Noël intitulé « The Gift of Love ». Elle jouait le rôle d'une riche orpheline qui tombe amoureuse d'un immigrant suisse. James Woods jouait son fiancé, mais le film n'a pas décollé et les critiques ont dit qu'elle n'avait pas assez de profondeur pour jouer un rôle sérieux. Elle est tournée à la musique et à la télévision, mais le rêve d'être une actrice dramatique a commencé à s'éloigner. Puis, en 1982, elle a essayé Broadway. Elle a joué le rôle de Maria dans une reprise de La Mélodie du Bonheur, mais les critiques ont été brutales. Les critiques l'ont démolie. Le spectacle s'est terminé prématurément. Elle a dû s'éloigner des projecteurs juste pour guérir. Cet échec l'a hantée pendant des années. Ce n'est qu'en 1994 qu'elle est revenue dans le rôle en tournée et a finalement reçu quelques éloges.
En 1997, elle a fait ses véritables débuts à Broadway dans Le Roi et moi. Les critiques ont dit que sa voix était forte, mais qu'elle manquait d'émotion. Pourtant, c'était une victoire. Cela lui a donné quelque chose qui lui manquait depuis longtemps. En 1985, Marie a fait un énorme retour dans la musique country. Son album There's No Stopping Your Heart est sorti en juillet et a explosé en popularité. Son duo Meet Me in Montana avec Dan Seals a atteint la première place aux États-Unis et au Canada. La chanson-titre est également devenue un numéro 1 en solo. C'était son premier numéro 1 en solo depuis Paper Roses en 1973. Elle a déménagé sa famille à Nashville et a pris la route. Elle a fait plus de 300 spectacles par an. Elle jouait partout où on voulait d'elle, allant même jusqu'à gratter la boue de ses chaussures après avoir marché dans des champs de vaches. Mais le travail acharné a porté ses fruits. C'était un nouveau départ. En 1986, elle a commencé quelque chose de totalement différent. Elle a commencé à concevoir et à vendre des poupées de porcelaine sur QVC. Ce n'était pas qu'un simple projet parallèle. Elle contrôlait tout. Elle travaillait elle-même sur chaque conception. Les poupées se sont vendues en très grand nombre. L'une d'entre elles, basée sur sa propre mère, s'est vendue à 3 millions d'exemplaires en seulement 15 minutes. Au fil du temps, elle a conçu plus de 500. L'argent a afflué. C'est devenu un véritable empire commercial qui lui a rapporté plus de 50 millions de dollars. Les gens ont dit qu'elle se contentait de profiter de son image, mais elle a prouvé qu'elle avait de véritables compétences en affaires. En 1988, elle a sorti un autre album intitulé All in Love. Il a été enregistré en mars et est sorti en juillet. Il avait des voix fortes et un duo avec Paul Davis, mais il n'a pas bien marché. Les singles n'ont pas atteint le sommet des charts. Son premier divorce est devenu une nouvelle sensation, ce qui a distrait de l'album. Sa prochaine sortie en 1989 n'a pas fait grand-chose non plus. Son succès dans la musique country avait culminé. À la fin des années 1990, elle a commencé à se produire davantage à Las Vegas, mais ce n'est qu'en 2008 que quelque chose de magique s'est à nouveau produit. Elle et Donnie ont lancé une résidence à l'Hôtel Flamingo. Personne ne s'attendait à ce que cela dure, mais cela a duré 11 ans. Ils ont fait 1230 spectacles avant que cela ne se termine en novembre 2019. C'est devenu le duo de chant le plus ancien de l'histoire de Vegas. À un moment donné, ils gagnaient chacun plus d'1,5 million de dollars par an, plus une partie des ventes de billets. Même le Flamingo a renommé son théâtre en leur honneur. La dernière nuit était émouvante. Ils ont chanté leur ancienne chanson de clôture et la foule a pleuré avec eux. En 2001, elle a fait quelque chose de courageux. Elle a publié un livre intitulé Behind the Smile sur sa lutte contre la dépression postpartum. Elle venait de donner naissance à son 7e enfant et avait l'impression de disparaître. Elle souffrait de crises de panique, de douleurs corporelles et de pensées sombres. Un soir, elle est partie en voiture et a laissé ses enfants derrière elle, sans dire à personne où elle allait. Son mari l'a convaincue de rester dans un hôtel et de se reposer. Lorsqu'elle en a parlé dans l'émission d'Oprah, des milliers de personnes lui ont écrit pour partager leurs propres douleurs. Le livre a contribué à ouvrir une conversation nationale sur la dépression après l'accouchement. Elle a fait en sorte qu'il soit acceptable de parler de quelque chose que personne ne voulait admettre. En 2007, elle a participé à Dancing with the Stars à l'âge de 48 ans. Elle s'en est étonnamment bien sortie, terminant 3e. Mais ce dont les gens se souviennent le plus, c'est le moment où elle s'est évanouie en direct à la télévision. C'est arrivé juste après une danse. Elle s'est effondrée et l'écran est devenu noir. Quand elle s'est réveillée, ses premiers mots ont été « Oh, zut, je me suis évanouie en direct à la télévision. » Puis elle a demandé ses notes. Ce moment l'a rendue encore plus humaine aux yeux de millions de personnes. La même année, elle a commencé son partenariat avec Nutrisystem. Elle a perdu 23 kilos et est devenue leur porte-parole pendant plus d'une décennie. L'accord lui a rapporté des millions.
Elle l'a utilisé pour parler ouvertement de ses problèmes de poids qui la hantaient depuis l'âge de 14 ans. Tansel a dit aux gens que le programme aidait son corps à l'aimer en retour. Il ne s'agissait pas seulement de perdre des kilos, il s'agissait de guérir. En 2019, elle a rejoint l'émission The Talk en tant que co-animatrice. Elle a partagé des histoires profondément personnelles, y compris sa décision de subir une chirurgie de réduction mammaire après des années de maux de dos. Elle a dit que lorsqu'elle jouait Maria dans La Mélodie du Bonheur, tout ce dont les gens parlaient, c'était ses seins. Elle a quitté l'émission en 2020 après seulement une saison. Pour la première fois depuis 1982, elle et son mari étaient enfin seuls après avoir élevé 8 enfants. Lorsque Marie Osmond s'est mariée pour la première fois en 1942, elle pensait que c'était le début d'un bel avenir. Elle n'avait que 22 ans et son mariage avec le joueur de basketball Stephen Craig a eu lieu devant 4000 personnes dans un temple mormon. Un an plus tard, en avril 1983, ils ont eu leur fils, Stephen James Craig. Mais tout a commencé à s'effondrer plus vite que quiconque ne l'avait prévu. En octobre 1945, leur mariage a pris fin. Marie a demandé le divorce, affirmant qu'il y avait eu de la cruauté mentale. En coulisses, c'était encore plus difficile. Elle essayait de concilier son rôle de jeune mère et de célèbre artiste en même temps. La pression était énorme. Des amis ont dit que Stephen ne pouvait pas gérer la tension incessante qui accompagnait la célébrité de Marie. Leur fils grandira plus tard et deviendra le fil conducteur qui les réunira de nombreuses années plus tard. En 1986, Marie s'est remariée, cette fois avec le producteur de musique Brian Blausill. Leur vie commune a duré 21 ans. Ils ont eu 7 enfants, 2 biologiques et 5 adoptés. De l'extérieur, cela ressemblait à une grande famille aimante, mais à l'intérieur, les choses sont devenues très sombres. Après la naissance de son fils Matthew en juillet 1949, Marie est tombée dans une dépression terrifiante. Elle ne se sentait plus du tout elle-même. Son corps tremblait, ses pensées s'emballaient et elle croyait honnêtement que ses enfants seraient mieux sans elle. Un jour, elle a laissé le bébé avec une babysitter, lui a donné une carte de crédit et s'est enfuie en voiture le long de la côte californienne. Sans savoir où elle allait, elle a disparu pendant 3 jours. Son mari a dû la retrouver par téléphone. Elle a fini dans un motel, effrayée et brisée. Les médecins lui ont donné un médicament appelé Zoloft, qu'elle a pris pendant 5 ans, mais elle détestait la façon dont il lui faisait ne rien ressentir du tout. Pas de tristesse, mais pas de bonheur non plus. La pire douleur de sa vie est survenue le 26 février 2010. Son fils adoptif, Michael, âgé de seulement 18 ans, a sauté de son immeuble à Los Angeles. Il souffrait de dépression depuis longtemps, surtout après le divorce de Marie et Brian en 2007. Il était en première année d'école de mode et avait essayé la cure de désintoxication, mais il se sentait complètement seul. Quelques jours avant sa mort, il a dit à Marie « Je n'ai pas d'amis ». Ces mots l'ont hanté. Elle comprenait trop bien ce sentiment. À ses funérailles, son père, Brian, ne s'est pas présenté. Les frères et sœurs de Michael ne voulaient pas qu'il soit là. Et Michael avait même changé son nom de famille de Blausill à Brian avant de décéder. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le 4 mai 2011, exactement 29 ans après leur premier mariage, Marie s'est remariée avec son premier mari, Stephen Craig. Cela ressemblait à une boucle bouclée. Ce qui a rendu ce moment encore plus magique, c'est que Marie a retrouvé sa robe de mariée originale de 1982, seulement 5 jours avant la cérémonie, cachée dans une vieille boîte dans son garage. Elle avait déjà acheté une nouvelle robe, mais elle ne se sentait pas bien. La date qu'elle a choisie n'était pas non plus aléatoire. Le 4 mai était à la fois l'anniversaire de sa mère Olive et l'anniversaire de son défunt fils Michael. Marie a dit qu'elle voulait qu'ils soient tous les deux là en esprit. Elle et Stephen se voyaient secrètement depuis 2 ans avant le mariage, gardant cela privé au cas où les choses ne fonctionneraient pas à nouveau. Ils se sont mariés tranquillement dans un temple mormon de Las Vegas et ont organisé une petite réception à la maison. C'était sa façon de guérir.
Le jour le plus sombre de sa dépression ne s'est pas produit en 2001. Il s'est produit en 1999, juste après la naissance de Matthew. Elle avait 40 ans. Son corps était tellement dépassé qu'elle ne pouvait plus lever les bras ni sortir du lit. C'est alors qu'elle s'est enfuie de sa famille pendant 3 jours, pensant qu'elle ne reviendrait jamais. Les médecins ont dit que c'était un stress extrême. Cette expérience douloureuse est devenue la raison pour laquelle elle a écrit son livre de 2001, Behind the Smile, où elle s'est ouverte sur ses pensées suicidaires et sur le sentiment de perte qu'elle ressentait. En 2009, Marie a choqué de nombreuses personnes de sa communauté religieuse lorsqu'elle a soutenu sa fille Jessica, qui est lesbienne. Elle est allée à la radio à Los Angeles et a dit que Jessica était une femme magnifique et qu'elle méritait l'égalité des droits. Elle a même assisté au mariage de Jessica, ce qui a mis en colère de nombreux fans mormones conservateurs. Les gens l'ont dénoncée, l'ont humiliée et ont dit qu'elle allait à l'encontre de sa foi. Mais Marie n'a pas reculé. Elle a dit que les droits civils devraient être pour tout le monde. Ces mots étaient puissants, mais ils ont causé de profondes divisions dans sa base de fans et son Église. Son corps a également souffert en silence. Après des années de danse sur scène, Marie s'était gravement blessée au genou. Pendant ses spectacles à Las Vegas, elle est tombée une fois et a ébréché un morceau de sa rotule. Des années de blessures se sont accumulées. En 2015, elle a subi de multiples opérations au genou, mais elle n'en a pas beaucoup parlé. Elle a juste continué à se produire. C'est dire la pression qu'il y avait pour avoir l'air parfaite et ne jamais montrer de faiblesse. Mais son secret le plus profond est sorti dans son livre de 2001. Elle a révélé qu'elle avait été victime d'abus sexuels pendant son adolescence dans les années 70. La personne qui a fait cela était quelqu'un impliqué dans sa carrière, pas un membre de sa famille ou un ami. Elle a dit qu'elle avait été menacée et qu'elle vivait dans la peur. Cela a changé la façon dont elle se voyait. Elle a dit que le traumatisme était si grave qu'elle a pensé qu'elle était lesbienne parce que les hommes la rendaient malade. Pendant des années, elle a lutté contre son image corporelle et son estime de soi. L'abus était une des principales raisons pour lesquelles elle a eu tant de mal plus tard dans la vie. En 2023, elle a finalement parlé de la honte corporelle qu'elle a subie alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle mesurait 1,65 et pesait 47 kilos. Mais un producteur l'a tirée dans un parking à Katella et lui a dit qu'elle était grosse et une honte. Cela l'a anéantie. À partir de ce moment-là, elle a commencé à s'affamer avant les enregistrements, terrifiée à l'idée d'avoir l'air mauvaise. Cette humiliation l'a accompagnée pendant des décennies et a ajouté à ses luttes contre la dysmorphie corporelle. Puis, en mars 2024, elle est apparue dans un podcast avec Kate Hudson et Oliver Hudson. Mais au lieu de parler de son enfance, les gens se sont concentrés uniquement sur son visage. Elle avait 64 ans, mais beaucoup ont dit qu'elle ressemblait à une personne complètement différente. Certains l'ont accusée d'être allée trop loin avec la chirurgie plastique. Des photos côte à côte des années 1970 et de 2024 sont devenues virales. Internet a été brutal. Les gens l'ont traité d'imposteur et ont inondé ses pages de commentaires blessants. Cela ne s'est pas arrêté là. En 2025, Marie a finalement répondu. Elle a admis avoir eu du botox et des traitements au laser et elle a subi une chirurgie de réduction mammaire pour des maux de dos, mais elle a nié avoir subi des opérations majeures comme un lifting. Malgré cela, des experts ont examiné ses photos et ont dit qu'il y avait des changements clairs dans sa mâchoire et son cou. Dans une vidéo de 2022 faisant la promotion de Nutrisystem, sa peau avait l'air beaucoup plus tendue que prévu. La pression de toujours paraître jeune avait pris le dessus sur la conversation, et cela a donné à Marie le sentiment que les gens oubliaient qui elle était vraiment. En avril 2025, elle en avait assez. Elle a annoncé sur Instagram qu'elle se retirait des médias sociaux pour se concentrer sur sa famille. Elle était déjà hors ligne depuis 9 mois. Elle a dit que les critiques sur son apparence et son passé l'avaient épuisée. À 65 ans, elle voulait juste la paix.
Elle a dit qu'elle avait toujours essayé d'écouter son cœur. Et maintenant, son cœur lui disait de se déconnecter et d'être avec les personnes qui comptent vraiment. Après tant de pertes, de douleurs et de jugements, Marie choisissait enfin sans fin de se protéger.